de nos actions génèrent plus d'énergie potentielle que les actions en elles-mêmes. Est-ce que tu as déjà senti cette impression-là dans tes études, ton travail, où tu as l'impression que ta contribution, tes sacrifices ne sont pas visibles ou bien sont inutiles aux yeux de ton entourage? Que bien que tu veuilles avoir de l'impact sur tes proches, ton travail au quotidien n'apporte finalement pas grand-chose au monde? Eh bien, prépare-toi à découvrir dans cette vidéo comment une simple action peut suffire à tout faire changer. Aujourd'hui, nous allons explorer une histoire particulière, une expérience psychologique qui nous révélera comment augmenter l'impact que nous pouvons avoir sur le monde simplement par une action que beaucoup connaissent, mais que très peu utilisent. Et surtout, j'ai un cadeau pour toi à la fin de la vidéo. Donc je compte sur toi pour rester jusqu'à la fin. Pour cette histoire, nous allons nous déporter aux États-Unis, plus précisément au Michigan, dans un centre d'appel pour l'université du Michigan. La mission de ce centre d'appel était de contacter des acteurs économiques ou bien des anciens étudiants pour les convaincre à faire des dons pour l'université afin de soutenir financièrement les programmes qui étaient donnés. Le soutien passait notamment par du financement pour les équipements, les labos de recherche et tout, mais surtout pour des bourses d'études pour les étudiants les plus brillants. Pour ce centre d'appel, il s'agissait d'un travail assez pénible, difficile, assez démoralisant. Pourquoi? Parce que 9 clients sur 10 qu'ils appelaient soit leur raccrochaient au nez ou bien étaient très mécontents de l'appel et le leur faisaient savoir. Je sais que toi aussi tu le fais très souvent, raccrocher au nez à ceux qui nous appellent pour nous proposer des promos et ainsi de suite. Arrête, c'est pas bien, c'est pas bien. Dans ce centre d'appel donc, malgré les difficultés, la pénibilité de leur travail, ils doivent trouver la motivation, la volonté pour toujours pouvoir enchaîner appel sur appel toute la journée et se prendre des vents, se prendre des échecs, se prendre des coups de gueule des clients. Il va donc sans dire que le taux de rejet est très élevé et que le moral des employés est au plus bas. Le responsable du centre d'appel se posa donc les questions suivantes. Comment continuer à avancer quand le monde a l'impression de vous dire non? Comment augmenter les résultats de mon équipe malgré toutes les difficultés auxquelles je les soumets? Ne trouvant donc aucune réponse, il va contacter un psychothérapeute nommé Adam Grant qui va lui proposer de mener une expérience afin de déterminer les leviers qui pourraient améliorer la performance de ses équipes. Adam Grant propose de faire premièrement une enquête publique afin que le public puisse donner leurs avis sur comment est-ce qu'ils pensent que cette situation pourrait être résolue. D'ailleurs, toi aussi qui regardes la vidéo, je t'invite à mettre pause à ce moment-ci et écrire dans les commentaires une solution que tu penses être viable pour permettre à ces équipes-là d'améliorer leur performance malgré leurs difficultés. Adam Grant a donc recueilli à peu près 2000 réponses et les résultats tournaient autour de deux thématiques principales. 1. Améliorer les conditions de travail, c'est-à-dire plus de calme, de meilleurs locaux, plus de sérénité dans l'environnement de travail. Et 2. Améliorer les conditions de rémunération, c'est-à-dire payer plus les employés ou bien tout simplement lier la rémunération au succès, au nombre d'appels passés. Tout cela a donc été essayé par la suite par Adam Grant, mais rien. Aucune de ces solutions n'a fonctionné. C'est donc là qu'Adam Grant rentre vraiment en jeu et dit « Nous allons mener une expérience ». Il va diviser les employés en 3 groupes principaux. Dans le premier groupe, on va distribuer à chaque employé un livre. Et on va demander aux employés de faire chaque jour 5 minutes de lecture, au moins, avant de se rendre au travail. Le but étant de vérifier si 5 minutes de lecture chaque matin permet de booster ou pas la journée de quelqu'un afin de la rendre plus performante. Il est important de mentionner aussi que le premier groupe ici servira de groupe étalon pour savoir si les autres groupes performent mieux ou moins. Quant au second groupe, le temps a été pris avec chacun d'entre eux. On leur a fait comprendre dans une approche très pédagogique, très développement personnel, que les difficultés auxquelles ils font face au sein de l'entreprise leur permettent de grandir, leur permettent d'acquérir plusieurs compétences, de l'argumentation, de la résilience, de la persévérance, qui leur seraient très utiles pour leur futur, à la fois professionnel et personnel.
et qu'ils avaient tout intérêt à endurer ces difficultés-là parce que derrière, ce serait très bénéfique pour eux. Les 2 premiers groupes ont donc été lancés et on a décidé de comparer les résultats des 2 premiers groupes. Mais aucun changement n'a été noté, aucune différence entre 2 groupes qui pourtant partent sur des bases totalement différentes. Comment est-ce que l'intérêt personnel prôné dans le second groupe ne leur a pas permis de surpasser le premier groupe? Question. Il a donc fallu faire rentrer en jeu le 3e groupe. Avec le 3e groupe, Adam Grant a fait quelque chose de différent. Ce qu'il leur a fait, c'est de leur lire le témoignage authentique d'un jeune étudiant de l'université du Michigan au moment même où il était présentement à l'université et que l'expérience se déroulait. L'étudiant a écrit dans son témoignage ceci. Dans toute mon enfance et toute mon adolescence, j'ai toujours rêvé d'être étudiant sur le campus du Michigan. Premièrement parce que c'est le lieu où mes parents se sont rencontrés et le lieu où plusieurs de mes oncles et de mes tantes ont étudié. Mais un jour, mes parents me firent venir dans la cuisine pour m'expliquer qu'ils traversent une période très difficile, marquée par le fait qu'ils n'ont vraiment plus de moyens financiers, m'annonçant donc qu'ils ne pourraient pas me payer mes études supérieures. Ils m'annonçaient ce jour que je devrais donc commencer à travailler et abandonner mes rêves de carrière. Vous ne pouvez même pas imaginer la déception dans laquelle ce moment m'a immergé. J'étais immensément déçu, déboussolé, anéanti. J'allais désormais en cours sans réelle motivation, jusqu'au jour où je me suis permis de faire quelques recherches sur l'université. Et je me suis aperçu qu'il existait pour certains élèves, notamment ceux qui avaient de très bons résultats, des bourses qui leur permettaient de poursuivre leurs études supérieures. J'ai donc tout fait à partir de ce jour-là pour avoir un très bon dossier scolaire. Et finalement, j'ai pu bénéficier de cette bourse. Et je suis tellement reconnaissant aux personnes qui ont contribué pour que je puisse fréquenter dans cette université et à toutes les personnes qui ont été un maillon important dans cette chaîne de financement. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point cette bourse a changé ma vie. Voilà donc le témoignage qui a été lu une seule fois aux équipes du 3e groupe. Mesure a donc été faite sur les performances de ce groupe-là par rapport au groupe précédent. Ce n'était pas une, ce n'était pas 2, mais 3 fois supérieurs qu'étaient les résultats qu'avait obtenu le 3e groupe par rapport aux 2 groupes précédents. Tout de suite, une hypothèse a été émise, disant que ce n'était qu'une réponse émotionnelle, une réponse ponctuelle, parce que la mesure a été faite le jour même où l'histoire a été racontée aux employés. Adam Grant, sachant pertinemment que oui, l'émotion c'est quelque chose d'instable, a décidé de prolonger l'étude sur plusieurs jours, voire plusieurs mois. Et il a remarqué quelque chose, la tendance ne baissait pas, elle restait constante. Il n'a suffi donc que d'une histoire pour non seulement augmenter la performance des équipes, mais pour la maintenir constante. Afin de vérifier ça et ne pas aller dans des conclusions beaucoup trop hâtives, il décide de faire une rétrograde sur les 2 premiers groupes précédents. Avec ceci, il ne veut pas non seulement leur lire l'histoire du jeune étudiant, mais il va amener physiquement le jeune étudiant afin que les employés puissent l'écouter raconter son histoire. Mais figurez-vous que leurs résultats par rapport à ceux d'avant n'étaient pas une fois, n'étaient pas 2 fois, n'étaient même pas 3 fois, mais 4 fois supérieurs à ceux qu'ils avaient avant. Et c'est là qu'Adam Grant s'est dit, nous avons touché quelque chose d'essentiel. L'impact de nos actions génère plus d'énergie potentielle que les actions en elles-mêmes. Alors, quelles leçons pouvons-nous donc tirer de cette expérience? Première leçon, la prise de conscience de la puissance de l'impact personnel. Loin de dire que toutes les actions que vous allez poser dans votre vie ont un réel impact sur le monde, ce qui serait bien évidemment faux. Mais c'est le genre d'affirmation que je peux faire par exemple en vidéo short, mais pas dans ce type de format, parce que là, je peux m'autoriser à aller plus en profondeur plutôt que de rester dans la superficialité. Pas toutes donc, mais certaines actions que nous menons au quotidien ont le potentiel de changer des vies. Ce qu'il faut donc faire, c'est travailler son discernement sur soi-même
et être alerte au niveau du monde pour pouvoir identifier ces actions-là et de pouvoir les multiplier. Parce que comprendre l'impact de nos actions nous donne une raison de persévérer, d'être résilient, de faire face à l'échec. Et quoi de mieux qu'une personne résiliente à l'échec? Elle devient inarrêtable. Deuxième leçon, le sens est la meilleure des motivations. Comme on l'a vu dans l'expérience, trouver un sens à nos actions nous motive bien au-delà d'une quelconque récompense matérielle ou de quelconque succès immédiat. C'est le sens de nos actions qui forge notre résilience. Il faut donc multiplier dans notre quotidien les actions qui nous permettent de nous rendre compte encore et encore du sens de nos actions dans ce monde. Par exemple, si tu es un cuisinier, arrête de passer tout ton temps à cuisiner comme un robot, mais essaye plutôt de temps en temps de venir admirer en fait les gens pour qui tu as cuisiné, les gens que tu nourris. Regarde-les apprécier la saveur du plat que tu leur as cuisiné. Parce que tu le fais pour nourrir les gens. C'est ça ton sens. Et je t'assure que chaque personne que tu observeras savourer ton plat sera comme une bouffée d'énergie en fait que tu reçois pour pouvoir continuer à faire toujours mieux dans ta cuisine. Troisième leçon, le changement de perspective. Pour cette leçon, je ne vais pas beaucoup la développer, ça va aller assez vite. Je vais vous laisser conclure dans les commentaires. Souvent, un simple changement de perspective est tout ce dont nous avons besoin pour transformer notre expérience, que ce soit d'études, de travail en tant que salarié, entrepreneur ou même dans nos relations. Je t'invite donc à cogiter sur cette phrase. Ce n'est pas tant ce que nous faisons, mais plutôt comment nous interprétons ce que nous faisons qui fait toute la différence. Cette vidéo arrive donc à son terme et je profite de cette occasion pour te remercier de ta fidélité sur la chaîne. J'espère que tu trouves le contenu plus intéressant et plus profond. C'est pourquoi je t'invite donc à liker et à partager pour faire savoir à ceux qui ne s'arrêtent qu'au format de vidéos shorts qu'ils ont tout intérêt à s'abonner pour franchir la barrière de superficialité qu'impose ce format. Et oui, je t'ai promis un cadeau à la fin. Mon cadeau, c'est tout simplement de te dire le livre duquel s'inspire cette vidéo. Le livre est celui de Philippe Corda avec pour titre « Déclic, quand un mot suffit pour changer une vie ». Ainsi, je rends à César ce qui appartient à César et par ricochet, je te permets d'enrichir ta bibliothèque. Gagnant-gagnant. Ne me remercie pas. Partage juste la vidéo. Je terminerai donc comme à l'accoutumée par Carl Gustav Jung qui disait « Qui regarde à l'extérieur rêve, qui regarde à l'intérieur s'éveille ». À très bientôt sur la chaîne.